Quelqu'un qui est riche financièrement est un propriétaire. Il n'est pas que consommateur. Mais quand quelqu'un est pauvre, il n'est que consommateur. Vous savez, je dis toujours aux gens que nous sommes tous des traders financiers. Certains me répondent « Non, je ne suis pas un trader financier. » Si tu l'es, tu échanges du temps contre de l'argent. Et c'est le pire échange que tu puisses faire dans ta vie. Quelqu'un qui est riche a fait de l'argent son esclave. Il n'est plus l'esclave de l'argent. Et pour cela, il a compris pourquoi il devait devenir propriétaire d'une quelconque entreprise. Et la façon la plus simple de le faire, et je l'ai même enseigné dans mon premier livre, c'est de décider qu'il y a un pourcentage d'argent que vous allez garder pour toujours. Vous n'allez pas le donner à Mercedes, à Ferrari ou n'importe qui d'autre. Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais il y a un pourcentage de votre revenu qui ne sera jamais touché et que vous ferez fructifier. Et il vous fournira un revenu pour le reste de votre vie pour que vous n'ayez plus à travailler. En effet, l'objectif de tout le monde est de devenir assez riche pour ne plus avoir à travailler. Maintenant, tous mes aînés qui sont aussi mes amis, comme Steve Wynn qui a 74 ans, Warren Buffett qui a 85 ans, ou Peter Graeber, un de mes plus chers amis, propriétaire de Golden State Warriors et Los Angeles Dodgers, avec qui je suis partenaire dans l'équipe de football LFC à Los Angeles. Un type brillant de 74 ans, et tous travaillent plus dur que jamais, alors qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Donc le but est de gagner assez d'argent pour ne pas avoir à travailler et ensuite faire ce que vous aimez et y consacrer votre temps et votre énergie. Tony Robbins pense sincèrement que tout commence par une décision. Vous devez prendre cette décision. C'est la première décision la plus importante que vous allez devenir propriétaire d'une entreprise. Vous ne voulez pas avoir un téléphone Apple et ne pas posséder le stock d'Apple. Et vous ne voulez pas juste posséder Apple parce que n'importe quelle entreprise peut monter, descendre. Vous voulez posséder l'index. Vous devez posséder une bonne variété de stocks avec assez de diversification. Tony Robbins a enseigné cela à des gens qui lui disaient qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils n'avaient pas l'argent, qu'ils ne pouvaient pas économiser. Il dit que c'est vraiment facile une fois que vous avez pris de l'élan. Nous avons mené un projet de recherche avec un monsieur qui a été nommé pour le prix Nobel sur la finance comportementale. Et ce projet consistait à dire que si vous pouvez épargner 15%, idéalement, voire 3% si vous ne pouvez pas, parce que 3%, tout le monde peut le faire. Le projet a regroupé un groupe de travailleurs du Midwest, à qui il a été dit qu'on allait les forcer à économiser 3%. Je crois que c'est 3 ou 3,5. Tout le monde peut faire un régime demain. Tout le monde peut économiser de l'argent demain. L'outil était le suivant. Vous n'allez pas économiser aujourd'hui, vous allez épargner demain. Vous allez voir votre employeur et vous dites la prochaine fois que j'ai un salaire, les premiers 5% vont sur mon compte d'épargne, sur mon compte d'investissement. Et ensuite, chaque fois que vous avez une augmentation, vous faites ça. Eh bien, en 14 ans, la personne moyenne épargne 15% et les 40% supérieurs épargnent 20%. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Quand j'essaye d'expliquer les intérêts composés aux gens, tout le monde le comprend intellectuellement. Mais lorsque je demande à certaines des personnes les plus riches du monde, qu'est-ce que la plupart des investisseurs ne parviennent pas à faire? Ils ont tous dit qu'ils n'exploitent pas le pouvoir des intérêts composés. Donc, si vous êtes dans une situation où, par exemple, prenons le cas où vous avez 100 000 € que vous avez épargnés. Vous avez 35 ans et vous investissez dans le marché et le laissez là sans rien ajouter. Si vous les laissez sur le marché et que vous ne payez qu'1% de frais, au moment de la retraite, 35 ans plus tard, vous obtenez 762 000 € à partir de ces 100 000 €, sans avoir ajouté un seul centime. Mais si vous payez 3% de frais, ce qui est la moyenne que la plupart des gens payent, parce que quand vous demandez aux gens ce qu'ils payent, ils ne savent pas où ils disent 1%. Parce que quand vous entendez parler des frais, disons les frais d'un fonds commun de placement. On entend toujours parler de 1%, mais ce n'est que le ratio de dépenses. Il y a 17 autres frais. Donc, chaque fois que vous payez 1% de trop, vous savez qu'1% est la moyenne. Mais si vous en payez 2 ou 3 et que la moyenne du fonds commun de placement est de 3, cela n'a l'air de rien. Mais chaque 1% payé en trop, en raison de la capitalisation, signifie que vous perdez une décennie de revenus. Donc la personne qui a payé 1% a 762 000 €. La personne qui a payé 3% n'a que 452 000 €. Et toutes les deux possèdent les mêmes actions. Ce sont les frais qui changent tout. Quand nous combinons les intérêts, nous combinons aussi les frais. Donc si vous pouvez économiser 3%, le construisez à 5, 10 ou 15% et vous finissez par arriver à 20. Le meilleur exemple que je puisse vous donner est celui d'un homme qui travaillait pour UPS et qui n'a jamais gagné plus de 14 000 $ par an.
Vous avez entendu parler de lui dans le livre. Et quand il a pris sa retraite, il avait 70 millions de dollars. Et de son vivant, il a donné 35 millions en charité. Et la raison en est qu'un de ses amis l'a mis à l'écart et lui a dit « Écoute, je vais te rendre riche. » Il lui répond « Je ne serai jamais riche. Je gagne que 14 000 dollars par an. » Et son ami lui dit « Je veux te rendre riche plus tard dans ta vie, et je vais le faire avec une imposition de 20% sur ton revenu. » Et il dit « Je gagne 14 000 par an. Je ne peux pas vivre avec 20% de moins. » Son ami lui répond « Si le fisc venait et te disait de payer 20% de taxes en plus, tu vas gueuler, mais tu finiras par les payer. » Il l'a fait pendant 8 ans. En tout, il a économisé, je crois, 35 000 dollars. Mais en les laissant sur le marché, il a gagné 1 million de dollars à 65 ans, alors même qu'il a arrêté à 27 ans. Il a un meilleur ami qui a commencé à 28 ans, a investi toute sa vie, a mis 180 000 dollars, et il a moins d'argent à la fin. Plus tôt vous commencez, mieux vous vous portez. Dans le livre, j'explique qu'il faut diversifier ses placements. La plupart des gens vont dans un fonds commun de placement et pensent qu'ils ne sont pas bons à ça. Ils se disent « ce n'est pas ma compétence ». Et là, ils vont voir des professionnels. Que font-ils ces supposés professionnels? Ils trouvent une série d'investissements à faire. Ils le mettent dans le fond et ils le font pour vous, à votre place. Et là, vous vous dites « bon sang, ils sont plus intelligents que moi ». Eh bien, vous le supposez simplement. La vérité est qu'ils vous font payer des frais si élevés que même si vous avez un avantage, vous le perdez à cause des frais. J'ai interviewé David Swanson, le directeur des investissements de l'université Yale. Il a fallu 200 ans à l'université pour obtenir 1 milliard de dollars d'économie. David Swanson a transformé ce milliard obtenu en 200 ans en 25 milliards, juste en 2 décennies. Du jamais vu. C'est le plus grand investisseur institutionnel de tous les temps. Et la chose qu'il m'a dite est celle-ci. Il dit « Tony, tu dois juste comprendre une chose. Tu ne vas jamais gagner ton chemin vers la richesse. » Il a dit « Combien de personnes que tu connais, telles les stars de cinéma, les acteurs, les athlètes sont fauchés. Tu sais que l'autre jour, 50 Cent a fait faillite, alors même qu'il a gagné 100 millions de dollars, rien qu'avec son entreprise d'eau vitaminée. Mike Tyson a gagné un demi-milliard de dollars et il est fauché. Elton John n'a pas fait faillite car les règles sont différentes en Angleterre. Mais il a eu des problèmes. J'ai vu l'autre jour l'acteur des Pirates des Caraïbes, Johnny Depp, qui fait faillite en ce moment. Johnny Depp devait valoir 700 millions de dollars, 3/4 de milliard. Il est au bord de la faillite en ce moment. Il ne peut pas payer ses factures. Il dépensait 300 000 dollars par mois, rien que pour acheter du vin. Il a dépensé 3 millions de dollars pour prendre le corps de son ami Thompson, le brûler, mettre les cendres dans un canon géant et l'éparpiller dans l'espace. 3 millions de dollars pour faire ça. Donc, peu importe combien d'argent tu gagnes, tu peux toujours te défaire et le perdre. Achète une île et regarde à quelle vitesse l'argent disparaît. Ainsi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est créer un revenu à vie sans travailler. L'objectif est que si vous possédez une entreprise, et je suppose que beaucoup de ceux qui regardent sont des propriétaires d'entreprises ou commencent dans les affaires. Peu importe combien vous êtes bon dans les affaires, pensez à ceci. La seule règle universelle que les idiots de la finance connaissent est la diversification. C'est le seul repas gratuit. Vous devez vous diversifier parce que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, peu importe la qualité du panier. Un jour, le marché de l'immobilier, le marché des actions, le marché des obligations, le marché des objets de collection, tous ceux dans quoi vous investissez. Et Ray Dalio a dit que statistiquement, il va chuter de 50 à 70% en un jour. Maintenant, si vous êtes un homme âgé quand cela se produit, c'est fini pour vous. Donc vous devez vous diversifier. Et pourtant, la plupart des gens connaissant l'immobilier ne se concentrent que sur ça. Ou ils connaissent les actions et ne font que ça. Ou ils ont grandi avec leurs parents qui revendaient des biens et ne font que ça. Et c'est la mauvaise manière de procéder. Donc vous devez vous diversifier pour pouvoir vraiment réussir. Et souvenez-vous, Garmin a sorti ce truc appelé TomTom. J'avais l'habitude de le mettre dans ma voiture. Rappelez-vous quand ce TomTom vous permettait l'usage d'un GPS et vous le mettez sur le tableau de bord de votre voiture. Ça coûtait 100 $. C'était une avancée technologique incroyable à l'époque. Ils ont fait 100 millions ou quelque chose comme ça. 6 mois plus tard, que s'est-il passé? L'iPhone est sorti avec des cartes intégrées. Les smartphones sont sortis avec leur propre GPS. Et combien ça coûtait? 0 €. Qu'est-ce que ça va faire à votre business quand quelqu'un va prendre votre produit et le donner gratuitement?
Donc je dis toujours aux gens, la compétition arrive, la technologie arrive. Ce que vous devez faire, c'est avoir une deuxième entreprise sans pièces mobiles, pas de gens, pas de temps. Peut-être que cela vous prend 2 ou 3 jours par an, pendant 2 ou 3 heures. Après avoir lu le livre, vous le mettez en place et vous ne mesurez que 2 ou 3 fois par an, c'est tout. Et vous continuez votre vie. Et quand vous avez des problèmes dans votre entreprise, vous êtes prêt financièrement. Dans ma vie, j'ai 31 entreprises. Nous avons 1200 employés dans 7 industries différentes. On fait 5 milliards de chiffre d'affaires. Avant, ce n'était que moi et mon entreprise de séminaire. Mais j'ai grandi géométriquement avec toutes les parties mobiles. La seule façon dont j'ai été en mesure de réussir, c'est parce que j'ai pris toutes ces entreprises. Et j'ai diversifié mes actifs, de sorte que lorsque les choses étaient en difficulté, d'un côté, j'ai toujours assez d'économies pour prendre soin de moi et faire tourner l'entreprise. Donc tout le monde doit créer une machine à argent qui fonctionne pendant que vous dormez et qui n'a pas de partie mobile. Et c'est ce dont il s'agit vraiment. Aussi, vous devez apprendre que l'hiver arrive. Nous savons tous que les hivers reviennent. C'est toute une expression, mais aussi que l'hiver est le meilleur moment sur Terre. Ça peut paraître contre-intuitif, et je ne vous balance pas des pensées positives. Je veux dire des faits purs. Dans le livre, je vous présente différents faits. Je veux vous en donner quelques-uns ici aussi. Le premier fait que je donne aux gens est pourquoi les gens n'investissent pas. Ils ont peur d'échouer. Si vous êtes de la génération du millénaire, vous avez grandi en 2008 et vous regardez le monde s'effondrer devant vous. Pour la plupart des millénials, ils sont la première génération depuis celle qui a traversé la Grande Dépression. Ils n'investissent pas au ratio dont ils ont besoin, même pas pour s'en rapprocher. Le président Obama a remboursé sa dette il y a 5 ans, alors qu'il était encore président. C'est hallucinant alors même qu'il avait un tas de bourses d'études. Alors quand je leur dis, écoutez, payer vos dettes ne doit pas être suffisant. Vous devez devenir propriétaire, ou vous serez toujours dans cette situation. Alors oui, remboursez vos dettes. Mais voici ce que vous devez savoir. Vous devez devenir propriétaire. Tu dois entrer dans le jeu, mais tu dois aussi comprendre les règles du jeu. Vous savez, la vieille phrase quand une personne avec de l'expérience rencontre une personne avec de l'argent, la personne avec l'argent finit par l'expérience. La personne avec l'expérience finit avec votre argent. Donc j'enseigne aux gens les règles du jeu pour qu'ils ne se fassent pas avoir. Mais le plus important, c'est ça. L'hiver arrive et les gens réagissent. Prenons quelques exemples. En janvier 2016, nous avons eu la pire ouverture de marché boursier de l'histoire de la bourse. Tout d'abord, il y avait une chute de 2,3 trillions de dollars, avec un T. Tout le monde a commencé à paniquer. Les marchés sont en baisse, nous sommes foutus, le crash est là, et je crois que le marché a chuté de 800 points en un jour. Et ce jour-là, toutes les personnes les plus riches du monde étaient à Davos, en Suisse, vous savez, pour les grandes conférences qu'ils font chaque année. Toutes les chaînes télé étaient là, et tout le monde, paniqué, cherchait à savoir ce qu'on va faire. Et ils ont dit, demandons à Ray Dalio. Je ne sais pas si vous connaissez Ray Dalio. Si vous n'êtes pas dans le domaine financier, vous n'avez probablement jamais entendu parler de lui. Vous avez probablement entendu parler de Warren Buffett, mais Ray Dalio a fait autant. Si vous n'aviez pas une fortune de 5 milliards de dollars et 100 millions à lui donner, il ne vous aurait pas adressé la parole il y a 10 ans. Maintenant, il se fout de savoir combien vous avez. Il vous parlera. Mais ils vont et ils le mettent devant à la télévision. Toi le roi, dis-nous ce qu'il faut faire. Et il dit, eh bien, vous n'avez pas besoin de paniquer, car des corrections arrivent tout le temps. Mais vous avez besoin d'une stratégie qui fait que lorsque les marchés montent et descendent, vous ne montez pas et vous ne descendez pas avec lui. Et il dit, j'ai passé 15 ans de ma vie à perfectionner une telle stratégie. Tout mon argent est dans ce plan et il s'appelle All Seasons et je ne l'ai jamais révélé avant. Mais je l'ai donné à Tony Robbins, il me l'a extorqué. C'est dans son livre. Donc vous devez aller lire son livre. Il dit cela sur une télévision nationale alors que les marchés s'effondrent. Et ce jour-là, le marché est en baisse de 9% pendant les 5 premières semaines de l'année. Tony Robbins ne croit pas et explique de cette manière. Sa stratégie qu'il m'a donnée, qui a fait de l'argent 85% du temps pour les 75 dernières années, c'est une moyenne de 10% de rendement. Et quand la perte moyenne sur le marché était de 15%, sa perte à lui n'était que de 1,6. Donc si tu vas à Las Vegas et que tu peux passer 85% du temps à faire de l'argent, et quand tu fais de l'argent, tu gagnes 10%, et quand tu ne perds que 1,6%, tu partiras à ce casino pour toujours.
Son plan a fait 2% alors que le marché est en baisse de 9%. Il a alors gagné 11% de différence. Maintenant, je ne dis pas que c'est la seule stratégie à faire. Il y en a beaucoup. La sienne est la plus douce, avec le moins de risques. Mais ce qu'il a fait était incroyable. Et juste après, j'ai interviewé l'ex-président de la Banque fédérale, Alan Greenspan. Il était le chef de notre économie, l'homme le plus puissant de la finance depuis 19 ans. 4 présidents ont passé lors de sa gouvernance à la tête de la Réserve fédérale. Il était là à leur arrivée. J'étais avec le président Clinton la semaine dernière. Il était le président de la Fed lors de son mandat, et je l'ai interviewé pendant 2 heures, plus 1 heure sur scène. Et puis, je lui ai demandé au tout début, « Écoutez, si vous pouviez être à la Fed aujourd'hui, que feriez-vous » Et il me regarde. Et comme je l'ai dit, il se penche en avant et il dit « Je vais démissionner. Alors voici quelque chose pour vous. Tout le monde a peur du crash. Voici 2 termes que vous devez comprendre. Correction et crash. Chaque fois que le marché chute de 10% ou plus, depuis son plus haut niveau, jusqu'à 20%, cela s'appelle une correction. Si la chute est de 20% ou plus, jusqu'à 80%, comme lors de la Grande Dépression, alors on parle de crash ou de marché baissier. Combien de fois une correction se produit-elle? Combien de fois devrions-nous nous préparer? Depuis 1900, nous avons eu une correction en moyenne chaque année pendant les 116 dernières années. Alors quand l'hiver arrive-t-il? Cette année, bien sûr. L'hiver arrive souvent. Vous ne seriez pas surpris qu'il y aurait des tempêtes et de la pluie. Après, certains sont longs, d'autres courts, mais l'hiver finit par arriver. Donc je n'ai pas paniqué quand c'est arrivé l'année dernière. Je ne panique pas quand ça arrivera prochainement parce que je sais que c'est censé arriver. Combien de temps ça dure? 56 jours en moyenne, donc un peu moins de 2 mois. Quelle est la baisse moyenne pendant cette période? 14% sur les 30 dernières années. 13,5% sur les 100 dernières années. J'utilise les données les plus récentes. 14% doit attirer votre attention. 80% de toutes les corrections ne deviennent jamais un crash. 80%. Et voici ce que les gens font. Ils observent la correction, ils paniquent, perdent de l'argent et ils se retirent. La bourse n'a jamais pris un centime à personne. Il n'y a que vous qui puissiez le prendre parce que vous vendez vos actions à vil prix. C'est pour ça que vous avez perdu. Donc si vous regardez en arrière et que vous vous demandez comment c'était en 2008, je me souviens très bien que j'étais avec mes partenaires et je leur ai dit « Vous voyez ces actions à 80 $. C'était en avril, 6 mois avant le crash. Je dis que ces actions vont tomber jusqu'à 8 et certaines allaient passer à 1 $. Et je leur ai dit quoi faire pour qu'ils puissent s'en sortir. En octobre, je suis allé à l'émission Today Show et ils ont dit « Tony, t'as 4 minutes. Tiens, je vais tout donner pendant les 4 minutes. » À ce moment-là, les actions à 80 $ étaient à 8. J'ai dit que certains d'entre elles, et je ne suis pas un prévisionniste du marché, mais j'ai travaillé avec Paul Tudor John, l'un des plus grands investisseurs de l'histoire du monde. Pendant le plus grand crash boursier de l'histoire en 1987, il a fait 200% quand tout le monde perdait sa vie entière. Et je l'ai coaché continuellement chaque jour pendant 24 ans. Alors j'ai dit devant la nation que je travaillais avec les meilleurs investisseurs du monde. Et ils me disent, en se basant sur l'histoire des années 30 et 70, que certaines des actions à 8 $ aujourd'hui vont passer à 1 $. Et je me souviens du jour en mars 2009. Citibank, dont l'action valait 70 $, avait été vendue pour 99 centimes. Vous pouviez aller retirer votre argent au distributeur, et ça vous coûtait plus cher de retirer votre argent que de posséder la banque elle-même. Et j'ai ensuite dit aux gens qu'elle passerait de 99 centimes à 6 $, puis ensuite à 12 $ en l'espace d'un mois ou 2. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que les corrections arrivent chaque année. Tu as encore quelques mois. Tu dois savoir que pendant cette chute de 14%, tu ne perdras pas parce que 80% du temps, ça ne va pas jusqu'au crash. Maintenant, qu'en est-il du crash? Pour vous donner une idée, au cours des 100 dernières années, il arrive tous les 3 à 5 ans. Les 30 dernières années, c'est environ tous les 5 ans. Mais depuis 2008, nous avons 8 ans sans crash. Nous sommes très en retard dans les années modernes. La durée moyenne d'un crash est d'1 an et la baisse moyenne est de 33%. Un tiers des baisses atteignent 40% ou plus. Je me fiche de savoir si vous êtes bien préparé. Ça reste une chose effrayante. Mais c'est aussi la plus grande opportunité de votre vie de passer de votre situation financière actuelle à celle que vous voulez atteindre. J'espère que tout le monde m'écoute en ce moment. Écoutez-moi. Si vous voulez sauter le pas et que vous êtes un jeune du millénaire et que vous pensez qu'il n'y a pas d'avenir,
ou que vous êtes un baby boomer et que vous pensez que vous êtes trop vieux et qu'il est trop tard. Le plus grand cadeau que vous ayez est à venir. Je sais que ça n'a pas l'air. Ce ne sont pas des conneries de pensée positive, c'est la vérité. Wall Street, le marché boursier est le seul endroit où quand les choses sont en vente, les gens paniquent. Si je disais que vous aimez les Ferrari, et que si je vous dis que la Ferrari est en vente à moins 50%, vous serez content. Mais quand je vous dis que les actions d'Apple sont en solde à 50%, vous pleurnichez. Qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la fin du monde. Supposons que vous avez 35 ans et vivez jusqu'à 85 ans. Vous avez 50, 52 ans devant vous. Ça veut dire qu'il vous reste encore 52 corrections à vivre, n'est-ce pas? Cela signifie que pendant ces 50 ans, vous aurez probablement 10 marchés baissiers de plus à traverser. Si vous avez une intuition à chaque fois, ou si vous ne participez pas parce que vous pensez que les marchés sont trop volatiles, que vous ne pouvez pas leur faire confiance, et tout ça, vous aurez manqué 250% de rendement sur votre argent au cours des 8 dernières années. Je veux dire, vous avez tout raté pendant que vous attendiez que les choses s'améliorent et s'alignent parfaitement avant de faire quoi que ce soit. Si vous ne le faites pas, quand les choses sont telles qu'elles sont maintenant, quand ça s'effondre, vous n'en trouverez pas non plus. Alors voici la bonne nouvelle à propos du crash. Chaque marché baissier dans l'histoire a conduit à un marché haussier juste après. Donc en 2008, nous avions eu une dégringolade. Que s'est-il passé en 2009? Une hausse de 67% dans l'année. Je peux vous montrer chaque marché baissier, et l'année suivante, quand on sort du crash, c'est une explosion qui nous attend. Maintenant, ce n'est pas vrai dans tous les marchés, mais c'est vrai depuis 2 siècles aux États-Unis. Et c'est pourquoi Warren Buffett dit « Je veux être avide quand les gens ont peur, et je veux avoir peur quand les gens sont avides. » Si vous vous souvenez, en 2008, il disait à tout le monde d'acheter. Il s'amusait comme un fou à acheter. Tout est en solde. Donc, ce que vous devez faire pour devenir inébranlable, c'est de transformer le serpent en corde. Nous connaissons tous l'histoire. C'est le milieu de la nuit. Vous marchez dans le jardin ou quelque part, et vous voyez un serpent. Vous paniquez, vous courez. Vous revenez le matin au même endroit, et vous vous apercevez que c'était juste une corde. Une fois que vous savez que c'est une corde, vous n'aurez plus jamais peur.